Bonjour, je suis très content aujourd'hui que qu'on ait cette rencontre. Ça nous fait découvrir la bande dessinée, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on la découvre, mais en tout cas, une bonne occasion d'en parler. Et donc, je suis très content que ça puisse se faire ici à l'école. Voilà, et donc bienvenue à tous et merci à tous pour votre participation qui est très nombreuse. Je suis très content. Voilà, merci. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au sein de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes et de l'ESPCI. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Tramois, je suis responsable de l'incubateur et de l'entrepreneuriat à l'ESPCI. Donc, je vais être très rapide, mais donc au nom de l'ESPCI et à l'occasion de la sortie du roman de la bande dessinée Dream Machine, sur un sujet brûlant aujourd'hui dans l'actualité, nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Daudet, qui est donc auteur de Dream Machine, mais aussi physicien et entrepreneur en intelligence artificielle. Bien sûr, Cédric Villani, fervent défenseur des sciences, et également Cathy Evans, qui va animer ce débat. Pourquoi ici? Donc, comme vous le savez, je vois qu'il y a beaucoup de gens de PSL et de l'ESPCI. Donc, le SPCI est une école, comme vous le savez, d'ingénieurs, un institut international de recherche. Et c'est aussi une école qui est connue et reconnue pour sa culture entrepreneuriale et la cross-fertilisation qui existe entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui ont donné beaucoup de naissance, qui donnent toujours beaucoup de naissance aux découvertes et à l'innovation, dont 6 prix Nobel. De ce fait, nous sommes très contents de pouvoir accueillir cette rencontre débat autour d'un sujet à haute valeur technologique, mais également un sujet qui suscite aujourd'hui beaucoup de débats avec des récits positifs, mais aussi des craintes et des peurs. De plus, pour la petite anecdote, Laurent, parmi ses nombreuses qualités, est aussi directeur général de Lighton, une start-up en intelligence artificielle et qui a été incubée ici, dans ses locaux au deuxième étage, de 2018 à 2020. Donc, welcome de nouveau. Et je vais maintenant laisser la parole à Anne Bouvreau, qui va introduire ce débat. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très contente qu'il y ait plein de gens pour cet événement. Je m'appelle Anne Bouvreau, je suis la présidente du conseil d'administration de l'ENS, mais je suis aussi particulièrement intéressée par ces sujets. Quand j'étais élève à l'ENS, j'ai fait deux choses intéressantes. C'est un petit peu un raccourci. Il y en a une, c'est que j'ai fait une thèse en intelligence artificielle, mais l'autre, c'est que j'étais responsable du club bande dessinée à l'ENS. Donc, j'ai une passion depuis longtemps pour ces deux sujets. Donc, je suis à ces deux titres absolument ravie de pouvoir introduire ce débat. Plus encore parce que nous avons, il y a quelques années, et c'est, je pense, à peu près l'époque où j'ai rencontré Laurent, cofondé avec Tania Perel-Mutter, qui est ici, la fondation Abeona pour le développement d'une intelligence artificielle responsable. Et ce sont des sujets dont on a beaucoup parlé avec Laurent et dont on va continuer à parler parce que nous allons, le mois prochain, annoncer des développements dans ce domaine pour pouvoir avoir plus de chercheurs et de recherches sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Et tout ça, c'est parce que nous sommes des machines à rêve. Et ça, je trouve que c'est la meilleure introduction à ce livre et donc à cette bande dessinée ou ce roman graphique. Et je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole au débat. Et je vous souhaite à tous et toutes, si vous ne l'avez pas encore lu, de lire Dream Machine parce que c'est vraiment super. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, OK. Je m'appelle Katia Vans et je suis la modératrice de ce débat qu'on va maintenant entamer. Peut-être petite chose à savoir, je pense que j'avais préparé les introductions, mais finalement, je pense qu'on a à peu près couvert cette partie-là. Donc, je vais passer ça. Juste que tous les trois, on a écrit des BD sur l'IA dans des contextes bien différents. Donc, ce qu'on essaye de faire là, c'est d'explorer des questions plus ou moins philosophiques, plus ou moins techniques, plus ou moins oniriques sur ce que c'est d'écrire une BD autour de l'IA.
et un peu en partant de chacun de nos expériences, quoi. Donc, cela dit, peut-être qu'on va commencer par le début. Du coup, ma première question, ça serait pourquoi écrire une bande dessinée? On vient tous des backgrounds plutôt moins artistiques qu'autre chose, quoi, disons. Et du coup, c'est peut-être pas évident de vouloir écrire un roman graphique ou une bande dessinée comme ça. Donc, d'où vient cette ambition et est-ce que ça a été une opportunité que vous avez cherchée ou est-ce que c'est quelque chose qui a été présenté à vous? Merci beaucoup. Alors, pour démarrer, puisque Anne a commencé en parlant de la BD Tech à l'École normale supérieure, je vais commencer par un souvenir d'il y a presque 30 ans, quand j'étais moi-même président de l'association des élèves à l'ENS. Et le jour où il y avait, évidemment, commencé, le bureau des élèves ne s'appelle pas BDE, mais Comité d'organisation des fêtes. Et à l'occasion de l'une de ces fêtes, qui se trouvait était commune avec les Arts Déco, de l'autre côté de la rue, juste à côté, ben, je me souviens de cette soirée assez embrumée. Hein. J'avais un petit alcoolémie dans le sang, et puis il y avait les élèves des Arts Déco qui étaient parmi nous, et je les retrouve certains d'eux dans la salle BD, justement. Je vois qu'il y en avait un qui avait fait une petite caricature de moi sur le mur. J'avais déjà mon costume 3 pièces Lavalière, c'était très ressemblant. Il avait marqué un petit slogan Normal Sup, bravo, Art Déco 0, c'était sympa. Et on engage la conversation et ils se mettent à me parler des progrès des algorithmes. Je connaissais un peu les algorithmes, en tout cas c'était ma formation. Eux non, mais eux, ils avaient une formation d'art déco, de culture, d'image. Et ils ont commencé à me parler du monde qui allait venir, dans lequel on ne distinguerait plus le vrai du faux, où ça poserait un problème démocratique à cause de l'amélioration des algorithmes reproduisant la réalité. Et moi, j'écoutais, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Je ne comprenais pas. Et ils m'expliquaient le monde dans lequel on vit maintenant, mais c'était il y a 30 ans, et ils l'ont expliqué mieux que je l'ai eu dans aucun cours de sciences qui a suivi. Tout ça pour dire que les décorateurs, les spécialistes de représentation, il faut les écouter. Et dans ce domaine, en vrai, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les cœurs des débats, c'est majoritairement des questions humaines et sociales, plus que des questions technologiques, majoritairement, hein, parce que les enjeux, les problèmes politiques durs, les problèmes sociaux durs, ils sont du côté résolument. Et s'il y a un truc que j'ai appris en politique, c'est que les problèmes techniques, quand ils sont résolubles, on y arrive. Les problèmes humains, c'est beaucoup plus dur. Et en matière d'IA, ça c'est bien une raison pour laquelle la façon dont on explique les choses, dont on les traduit, et que le média utilisé pour raconter l'histoire est au moins aussi important, peut-être davantage que la technique elle-même. Merci, moi je vais rebondir effectivement, alors, pas en racontant mes souvenirs d'anciens combattants, mais c'est plutôt sur la rencontre avec Apoupen. C'était pas du tout effectivement un plan de carrière. J'avais aucunement l'intention de faire une BD. Enfin, moi j'étais à la fois mon entreprise et puis le côté recherche, mais et effectivement, c'est une rencontre totalement fortuite dans un cocktail comme ça, enfin le truc un peu où je connaissais pas grand monde, et puis je vois un mec qui connaît pas grand monde aussi, du coup je veux lui parler, et puis il est dessinateur de BD, et c'est pareil, je rentre dans son univers, hein. C'est quelqu'un, donc c'est ça aussi que je rejoins Cédric, au sens où c'est un univers qui nous porte. À Poupen, si vous allez voir sa page Instagram, il fait des trucs. Ah, il est indien, alors ça c'est intéressant aussi, parce que c'est un point de vue déjà décalé, c'est intéressant, je pense, de montrer Elia et la BD du point de vue de quelqu'un qui n'est pas occidental. Et lui, il a un univers graphique où il réinterprète un peu la mythologie traditionnelle indienne en faisant de. C'est un combat politique actuellement sur l'Inde. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur la politique en Inde actuellement. Et donc, il est, voilà, quelqu'un de très engagé. C'est très coloré d'ailleurs. C'est pas du tout le même style graphique qu'il a fait dans Dream Machine. Et il commence à me montrer, je trouve ça super, on commence à vraiment et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va pas t'intéresser. Moi, je fais un truc un peu chiant là. Moi, je travaille dans l'IA. Et c'est, ouais, mais il commence à me dire, moi, j'habite à Bangalore. Bangalore, c'est la capitale vraiment de l'informatique. C'est l'usine de l'informatique du monde. Vraiment, il y a tous les gros informaticiens sont là. Et à Bangalore, tout le monde n'a que ce mot IA à la bouche, personne ne sait ce qu'il y a derrière, personne ne sait les enjeux éthiques, les enjeux, etc.
Et puis voilà, emporté par le champagne, et c'est, bah, on n'a qu'à écrire la BD ensemble, quoi. C'était pareil. Alors, donc, c'est effectivement d'abord emporté par le côté, effectivement, le côté graphique. Je pense que je te rejoins tout à fait, hein. Pour entrer dans un imaginaire. Alors, au début, on était parti sur quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas, Alors, tant qu'il s'agit de rencontres aussi, je vais raconter sur la rencontre avec l'artiste avec lequel j'ai le plus collaboré, Edmond Baudouin. Euh, J'avais en tête, bon, d'abord, ça rencontre une passion de longue date pour les bandes dessinées. Je n'étais pas responsable du club, mais ça aurait plu. Et, et, et j'ai changé, il se trouvait que j'ai changé par Internet avec un ami qui était directeur de l'espace Turing à Nice. Et on regrettait qu'à l'occasion du centenaire de la naissance de Turing, c'était en 2012, on regrettait qu'à cette occasion, il n'y ait pas d'hommage dessiné à Turing qui soit vraiment à la hauteur. Et puis il dit, ouais, j'ai acheté tel truc, mais c'est pas super et tout. Et je lui dis, mais l'univers graphique n'est pas le bon, etc. Et j'ai dit, imagine Turing par Baudouin, Edmond Baudouin, qui est un de mes dessinateurs fétiches. Et là, il m'a répondu, l'ami, ah ben, je connais bien, je connais Edmond Baudouin personnellement, je vais te le faire rencontrer, à toi de jouer. Bon, c'était pas du tout mon idée, mais je me suis retrouvé comme ça à faire le scénario et à se demander avec Baudouin comment on va mettre Turing en image. De fil en aiguille, ça a été un projet complet, puis un autre. Le deuxième qu'on a écrit, c'est celle-ci. Alors, c'est pas Dream Machine, c'est Balade pour un bébé robot. C'est sorti il y a 4 ans. Le fait de rencontrer avec des personnes qui se rencontrent, qui aiment bien bosser ensemble et qui parlent, qui voient leur version, l'univers graphique en étant bien au clair sur le fait que le boulot du dessinateur, c'est pas de, de prendre fidèlement ce que vous lui servez, lui donner une traduction, une simplification, c'est vraiment d'y rajouter sa contribution, son univers, qui va enrichir le texte et pas le simplifier. et toi, Kaylee, raconte-nous ton aventure aussi, Moi, parce que toi aussi, tu as eu le. Oui, le mien, c'est un peu moins de champagne, moins de rencontres, moins de soirées. Moi, avant de faire la philosophie morale, parce que je suis experte en éthique de l'intelligence artificielle, je faisais une école de cinéma à Paris qui s'appelle l'ESSEC, où j'étais spécialisée en scénario. Et du coup, j'ai commencé à bosser un peu à l'UNESCO pendant ma thèse. Et puis, Covid arrive. Ils veulent sortir une bande dessinée sur la vulgarisation scientifique autour de l'IA, les enjeux éthiques et tout. Qui est-ce qu'on connaît qui est expert en IA et aussi scénariste? Pas grand monde. Et donc, c'était moi. C'était à peu près comme ça que ça s'est passé, quoi. Et c'était sympa de passer Covid comme ça. Donc voilà. Ok, je pense que là, on voit un peu le début de tout ça. Maintenant, on va creuser un peu plus dans cette question d'objectif derrière l'idée d'écrire une bande dessinée. Ma question est, une fois qu'on a décidé de faire le projet, est-ce que c'était pour un but plutôt artistique, par exemple, de faire concrétiser ou exister un monde jusqu'alors imaginé, comme on a tendance à faire dans la fiction pure, ou est-ce que c'était plutôt pour transmettre un message ou pour faire valoir un point de vue? Est-ce qu'il y avait un but un peu politique derrière ou c'était quoi? Effectivement, moi, je peux commencer là-dessus. Nous, au début, on avait un but très, très pédagogique. Vraiment, on ne s'est pas du tout dit qu'on allait faire une fiction. On s'est dit qu'on allait raconter l'IA avec premier chapitre, l'histoire de l'IA, deuxième chapitre, les développements etc. Mais c'était vraiment un objectif purement pédagogique. Mm. Et c'était vraiment la discussion avec notre éditeur, là, Christian, Christian Conillon, qui est dans la salle, qui nous a dit, mais non, si vous le faites d'une façon purement pédagogique, bon, vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus intéressant s'il y a une histoire, s'il y a une trame, et si vous fictionnalisez les choses, s'il y a un fil rouge qui raconte finalement la même chose, le contenu est le même, mais il est raconté à travers d'un personnage qui bon, a quelques petites ressemblances avec moi, sans être du tout moi aussi, mais un entrepreneur qui est ancien universitaire, qui monte sa startup d'IA à Paris, etc. Donc voilà, c'était devenu aussi, donc, au début, c'était la rencontre entre Apoupen et moi-même, et puis après, il y a eu beaucoup d'input aussi de Christian qui nous a dit, qui nous a fait basculer ça, et après, on a réécrit le scénario ensemble
comme ça. OK, donc ça partait d'un but pédagogique et puis après, ça a pris un ampleur Après, fictionnelle. les rêves ont pris le dessus. Ouais. OK, OK. Et Cédric? Neil Gaiman dit quelque part, nous devons les uns aux autres de nous raconter des histoires. Et ma religion s'arrête là. Et je crois s'il y a un truc qui cimente la société, c'est le fait qu'on se raconte des histoires les uns aux autres. Et c'est ça la seule chose qui marque en général en pratique. Vous voulez faire peur aux gens, vous leur racontez une histoire d'horreur. Et c'est comme ça que vous avez les oiseaux comme Elon Musk qui explique comment l'IA va terrifier le monde et tout. Il sait que son histoire va prendre et va marquer tout. Vous voulez rendre les gens heureux ou leur faire venir dans votre société, vous leur racontez une histoire de succès. Vous voulez raconter quelque chose, vous voulez enseigner quelque chose aux gens, trouvez la bonne histoire. OK, bah, je pense que... OK, je veux maintenant demander une question un peu plus... encore plus précise. Du coup, si ça, les positions de base... Et d'ailleurs, je rajoute un mot sur ce que tu as dit, en toutes les campagnes que j'ai vues de près en politique, elles ne se sont jamais gagnées sur un programme et sur un corpus. Elles se sont toutes gagnées sur l'histoire que les uns ou les autres ont réussi à raconter. Bah, ça, je pense que ouais, vous avez raison. Et puis surtout que c'est vous qui savez mieux que moi. Du coup, ma question est, maintenant que vous connaissez vos histoires, vous avez produit vos histoires, quel est le ratio entre fait et fiction, selon vous, à peu près? Et effectivement, là, pour nous, c'était vraiment un des enjeux où et on est obligé de se projeter. Enfin, le but, c'est quand même de se dire que les gens puissent se projeter dans quelque chose qui est c'est quoi l'IA de demain, mais en même temps, il ne faut pas non plus. Enfin, il faut avoir beaucoup de modestie sur les prédictions, en particulier en ce qui concerne l'IA, puisque ça évolue à une vitesse absolument phénoménale. Et je crois que personne ne sait dire, à part Elon Musk, ce que sera l'IA dans 5 ou 10 ans. Je pense que enfin, l'IA super intelligente, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Enfin, nous, on s'est dit, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, on ne va pas rentrer dans ce que sera l'IA, etc. Mais par contre, c'est quoi l'IA de demain? Et du coup, il y a une part de fiction, mais qui est une sorte de fiction proche, en disant, étant donné ce qu'on voit actuellement dans les développements, voilà, donc on a été on s'est limité à un horizon temporel relativement court. Qu'est-ce que ça pourrait être l'IA dans 2, 3 ans? Parce que de toute façon, après, on n'en sait rien. Et, euh, et après, évidemment, il y a le côté fictionnel sur imaginer une sorte de truc de complot. Enfin, pas de complot, mais il y a une Oui, grande entreprise qui essaie, etc. Bon, ça c'est un côté purement fictionnel, bien entendu. Mais essayer d'imaginer des choses, des aspects potentiellement négatifs aussi. Enfin, je veux dire, le but, c'est de montrer le potentiel de ces technologies, mais de dire qu'il y a aussi des risques et que, bien entendu, il faut faire très attention à la façon dont c'est utilisé et déployé. certes, donc là, je vois qu'il y a de la fiction qui soutiennent les faits, peut-être. Mais après, je sais que vous avez passé quand même pas mal de temps à expliquer les large language models dans le livre. Je trouve déjà la manière dont vous avez fait, c'était vraiment impressionnant. Est-ce que c'était essentiel pour vous d'expliquer ça pour l'histoire ou est-ce que c'était quelque chose qu'on voulait faire juste pour le fun pédagogique, Non, disons? enfin, c'est pas pour le fun pédagogique. Je pense que pour que les gens comprennent les limites de cette technologie, justement, on n'a pas peur de quelque chose qu'on comprend un peu. Et si on comprend un peu, si on est capable d'ouvrir un peu, regarder dans le capot ce qu'il y a dans la machine et de dire, ben voilà ce que c'est fait, voilà comment c'est construit. C'est à la fois super utile, ça fait à la fois plein de trucs, mais en même temps, ça n'a rien d'intelligent, ça n'a rien de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, aucune notion d'intelligence. C'est un modèle statistique entraîné sur des énormes quantités de données avec un petit peu de supervision humaine par-dessus. Voilà, ça sait faire. Et du coup, je pense que ça démystifie un peu, je pense, le fait de donner comment c'est fait pour nous. L'objectif, c'était vraiment ça, de démystifier cette IA. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT, tout le monde a joué avec, et il y a un côté magique. Et c'est vrai que le côté, la machine qui dit jeu, enfin, il y a une sorte de jeu de miroir quand même avec. Il y a un côté fascinant. La première fois où on joue avec ChatGPT, on ne peut pas ne pas être impressionné. Enfin, je connais personne qui n'est pas bluffé par ce truc-là. Et en même temps, au bout d'un moment, le miroir se brise, un peu comme je dirais dans la fiction Her, qui est sortie il y a 10 ans à peu près, hein, j'ai été vérifié. Dans Her, c'est le héros, au bout d'un moment, se rend compte qu'il est amoureux d'un chatbot, mais qu'en fait, il y a 10 000 personnes qui utilisent le même chatbot. Donc,
à la fin du film, le truc s'écroule totalement. Mais c'était Scarlett Johansson, donc quand même. Hein, donc, quand même, elle a son effet. Mais Cédric, du coup, fait fiction, c'est quoi la ratio? Alors, euh, bon, avant de répondre à la question, un petit commentaire. Euh, la bande dessinée de Laurent est particulièrement pédagogique. Elle donne l'état de l'art, elle passe à travers l'histoire, elle arrive à passer sur les grands enjeux et à faire ressortir les grandes morales, dont celle qui vient d'énoncer. C'est juste stupéfiant de voir la quantité de choses subtiles qu'une machine arrive à faire sans la moindre intelligence. Pas longtemps, un de mes amis me dit: Ah bah, pour préparer le lancement de la campagne des sénatoriales d'une amie, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire la lettre aux grands électeurs. Voilà, et tout ça. Sans leur dire ce que c'était, je l'ai filé au petit comité à l'équipe. Ils m'ont dit: Ah, mais quelle lettre géniale, c'est magnifique, ça capture bien l'esprit de notre département, les grands enjeux. Elle est parfaite cette lettre. On voit que tu as beaucoup d'expérience dans ta carrière politique. C'est un ancien député, celui qui me disait ça. Et le gars leur dit: Ah, sauf que je n'ai pas rédigé moi-même, je l'ai fait rédiger par l'IA. Donc ça, c'est juste stupéfiant. Et j'insiste, sans la moindre intelligence derrière. Bon. Avec quelques règles, beaucoup de statistiques, un peu de supervision humaine, pas mal de renforcement de calcul et d'exploration, mais bon. Et des astuces qui ont été trouvées au cours des décennies, bien plus des astuces que des théories. Alors, donc une très belle bande dessinée pédagogique sur les enjeux actuels. Moi, je l'ai fait d'abord il y a deux, dans la première BD, qui était une BD dans laquelle Alan Turing était l'un des héros, des 4 héros. Et on voit Alan Turing, on l'imagine en train de faire une sorte de testament juste avant son suicide et de rêver à ce que pourra être un jour l'intelligence artificielle. C'est complètement exact et réaliste par rapport aux connaissances de l'époque et par rapport à ce que Turing pouvait avoir en tête. Et l'autre que j'ai faite, pour le coup, c'est carrément de la science-fiction d'un futur très lointain où on a carrément des robots avec une intelligence artificielle forte, dotés d'émotions, etc., avec des algorithmes bien plus sophistiqués que ceux d'aujourd'hui. Et c'est une vraie histoire de science-fiction avec toutes sortes de développements au passage, sur ce que c'est que la culture, l'humain, les chansons, blablabla. Bla, 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 bla. Mais beaucoup de rêveries. Ok, donc c'est aussi sympa d'avoir deux livres sur lesquels on peut se baser pour Laurent, il est entre les deux. Laurent, c'est l'époque actuelle. Moi, j'ai parlé de Turing quand il passer. suicide, voilà, exactement. Et puis après, le futur très, très lointain. Ok. Maintenant, je vais poser une question un peu plus de l'ordre éthique. Et ça, c'est moyennant si on fait une fiction ou on fait un livre purement pédagogique où on est censé peut-être se fier vraiment de manière forte à la réalité scientifique de ce qu'on raconte. En tant qu'expert scientifique qui écrit une BD qui porte sur l'IA, est-ce qu'il y a des responsabilités ou des contraintes qu'on s'impose dans l'histoire qu'on se raconte? Par exemple, est-ce qu'on fait un tort au lecteur si on imagine ou on présente l'IA comme une entité consciente, un protagoniste, ou encore un truc omniscient, tout-puissant, avec des intentions néfastes? Je pose cette question parce que dans ma BD, c'était très compliqué parce que à la fois, j'avais une mission purement pédagogique. Personne ne voulait que j'écrive de la fiction, mais en même temps, on ne voulait pas terminer avec un livre de cours non plus. Du coup, l'enjeu, c'était de trouver une fiction qui tissait toutes les leçons pédagogiques tout en restant neutre sur l'image de l'IA, parce qu'on ne peut pas non plus, l'UNESCO étant une institution de neutralité de renom, c'était important de garder ça. Donc, je ne pouvais pas non plus, en tant qu'experte en éthique, imaginer que l'IA soit un personnage dans un livre pédagogique, quoi, qu'on s'attache à l'IA dans cette histoire. Du coup, de manière stratégique, mon choix, c'était d'encarner l'IA comme un lieu. Du coup, les plateformes devenaient des planètes, l'écosystème de l'IA devenait une espèce de galaxie qui s'appelait Plather AI, dans laquelle on pouvait explorer plein d'enjeux éthiques, quoi. Et du coup, les antagonistes, les protagonistes, ça restait des humains. Et je trouvais ça apte pour l'époque. Ça, c'était en 2021. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, ça, c'était un peu mon histoire. Mais selon vous, est-ce qu'on doit des contraintes morales au lecteur dans ce sens-là? Alors, nous, effectivement, quand on a fait de Web Machine, c'est amusant. Alors, d'abord, on n'avait pas la contrainte institutionnelle, c'était bien, on pouvait faire exactement ce qu'on voulait.
Apupen était, quand je l'ai rencontré, il était super négatif sur l'IA. Sa première réaction, effectivement, il dit, moi, j'y connais rien, mais l'IA, c'est fait ça va détruire nos emplois, ça truque les élections, et puis tout ça, c'est fait que pour nous piquer du fric. Et de toute façon, c'est les grandes plateformes, on sait très bien qu'ils veulent nous faire de la pub. Et puis moi, j'ai rajouté, ah bah ouais, en plus, c'est une catastrophe écologique, je sais pas si tu le sais, mais les data centers consomment d'une façon absolument monstrueuse. Mais, ah, oui, 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 c'est important de le dire, etc. Donc voilà, il y avait tous ces trucs très négatifs qui sont vrais. Enfin, je veux dire, on peut pas nier le fait que, etc. Et après, j'ai dit oui, mais après, c'est une technologie absolument fabuleuse. Ça sait faire plein de choses. Les sciences sont en train d'être totalement révolutionnées par ce genre d'approche. Il y a, il y a plein d'aspects. Voilà, de toute façon, c'est le progrès. Après, comme dit Cédric, hein, je te rejoins tout à fait. Il y a beaucoup d'ingénierie et pas. Et le côté théorie là-dessus reste encore à faire, mais justement, il y a plein de choses super intéressantes à faire sur la théorie de la connaissance, qu'est-ce que c'est tout ça. Et on a essayé d'équilibrer un peu les deux. Et sur la façon incarnation, dans la BD, il y a le petit assistant personnel Aïda, là, qui est, voilà, c'est le petite bestiole gentille. Bon, parfois un peu emmerdante, hein, parce qu'elle pose un peu les mêmes questions, mais elle est plutôt gentille. Et puis après, le côté plus néfaste, c'est plutôt les entrepreneurs de cette sorte de gros supranational Oui. qui, eux, ont des projets néfastes, mais ils sont incarnés dans des gens, mais il y a pas de. C'est pas l'IA en C'est elle-même pas lié en qui avait elle-même. ces projets-là. Oui, effectivement. D'abord, sur la question contrainte et fiction, à partir du moment où c'est une histoire, vous êtes libre. Ce que vous voulez. Vous pouvez même, comme on le voit dans certains romans de science-fiction, ou imaginer un présent différent de celui qui est aujourd'hui, imaginer que l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale, ou qui sait quoi. Bon, il y a des ouvrages célèbres comme ça. Mais le tout étant moralement, de ne pas tricher avec le lecteur, qu'il sache si c'est de la fiction là, ou éventuellement vous pouvez vous mettre dans un entre-deux, ça existe aussi, mais tant que si l'intention est de divertir, ou que l'intention est d'instruire, ou que l'intention est de faire de l'argent, ou que l'intention est de dominer le monde, c'est pas la même moralité et c'est pas le même jugement qu'on va porter là-dessus. Euh, Par rapport à le fait de raconter en histoire et d'entrer dans l'exploration scientifique avec ce qu'elle a d'étonnant est souvent important pour changer le regard, si vous êtes engagé. Je l'ai vécu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je faisais auprès des collaborateurs du groupe écologistes de l'Assemblée nationale une formation sur l'IA. Ils m'ont invité à venir parler pendant 2 heures d'IA. On commençait avec un avis très négatif, on finissait en disant c'est passionnant, genre sans minimiser pour autant les problèmes, avec la conscience que c'est grave danger écologique, qu'aujourd'hui ça fait plus de mal que de bien en écologie, il n'y a pas de doute, etc., etc. Mais pour autant, disant c'est passionnant et c'est intéressant d'approfondir. Et évidemment, c'est passionnant. Même si la théorie est encore balbutiante, personne n'avait prévu il y a 10 ans que les algorithmes de réseau de neurones, que les originaux comme Yann Lequin exploraient dans leur coin depuis 20 ans et que personne ne prenait au sérieux, allaient juste casser la baraque. Personne ne pensait, il y a quoi, 15 mois, quand ChatGPT est sorti, que ça allait progresser aussi vite, les agents conversationnels. Je me souviens d'une conférence de Bertrand Braunschweig, qui est un des principaux cadres sur le sujet de l'IA en France. Pas cet été, mais l'été d'avant, il nous faisait une conférence au Festival de culture scientifique de Florence en nous montrant où en était l'état de l'art sur l'IA et les pièges dans lesquels tombait un agent conversationnel. Quand ChatGPT est arrivé, je lui ai fait les mêmes tests et il les a évités à plate couture. Il y en avait d'autres dans lesquels il tombait, mais les pièges que Bertrand Braunschweig dénonçait comme étant des pièges dans lesquels l'état de l'art se plantait, ben ça y est, ils n'étaient plus là. Il y avait eu une grosse surprise. Donc en science, ce qui est intéressant arrive toujours de quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et pour ça d'ailleurs que les collègues qui font des physiques des hautes énergies au CERN sont bien embêtés de voir que on trouve plus d'aberrations par rapport au modèle standard, qu'après la découverte du boson de Higgs, on ne sait plus où est le problème, plus d'anomalies, c'est très très perturbant. C'est le pire. Si vous avez pas d'anomalie, pas de surprise, peut-être il faut changer de secteur. Là, tout ce qui est inexpliqué en IA est la marque de grandes découvertes à faire. OK.
Yes. On va changer peut-être un peu de focal maintenant. Je pense qu'on a assez couvert les côtés conceptuels de ce que c'est d'écrire, tout ça, comment traiter l'IA. Ce qu'on n'a pas encore vraiment touché ou que furtivement, c'est l'expérience que vous avez vécue avec vos illustrateurs. Comment c'était de travailler avec eux? Par exemple, est-ce qu'il y avait des discussions sur qu'est-ce que l'IA, quelle est la technologie, qu'est-ce que le futur de l'IA? Est-ce qu'il fallait les enseigner quelque chose ou est-ce que c'était tout de suite évident? Je pense qu'on a touché un peu, mais j'aimerais bien y revenir quand même. Oui, oui, alors moi, je peux partager mon expérience. Alors, à Poupen, alors d'abord, on est tous les deux co-scénaristes. Hein, non, on a écrit tous les deux le scénario. Et d'abord, il connaissait rien à l'IA, mais vraiment rien. Et donc, du coup, c'était bien parce qu'il disait explique-moi, si je finis par comprendre, c'est qu'on est au bon niveau de vulgarisation. Quoi. Donc, et je pense qu'il a fait un super boulot. Enfin, moi, je trouve que. Parce qu'après, moi, je lui passais les concepts, je lui ai même passé des présentations techniques que je faisais. Et démerde-toi avec ça. Et il triait avec ça. Il était vraiment. Moi, j'étais impressionné. Et la première chose, donc, il connaissait rien à l'IA. Deuxième chose, c'était la première fois qu'il faisait un gros projet collaboratif. D'habitude, c'est un mec qui travaille tout seul. Il fait ses scénarios, il fait ses dessins, etc. Et c'était une grosse difficulté. Aussi, le fait de travailler à distance. Le tout début, le scénario, on s'est entraîné. On s'est enfermé il y a exactement un an, jour pour jour. On s'est mis dans un gîte dans la Drôme, là, super, complètement isolé et on a écrit les grandes trames du scénario. Alors, c'était 3 semaines avant que ChatGPT sorte. Alors, ça, c'était un peu la difficulté. C'est que, évidemment, on avait écrit un truc et 3 semaines après, on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas passer à. Enfin, il va falloir réécrire le truc. Donc, on a réécrit les choses. C'était beaucoup de boulot et beaucoup de travail échangé, bon, on s'est engueulé, enfin, normal, quoi, sur un projet comme ça. Mais, et effectivement, je pense que c'était vraiment une co-construction. Moi, je lui ai fourni du matériau, mais tout le storytelling, c'est vraiment lui qui a été. Et on voit bien que le storytelling est intimement lié au dessin. Tu ne peux pas dissocier l'histoire des dessins. Vraiment, s'il y a un truc que j'aime bien dans ces dessins, c'est quand les dessins explosent la case. Quoi. Il y a des dessins qui sont sur plusieurs cases et il arrive vraiment à. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment il a des dessins magnifiques là-dessus. Et ça vient totalement de lui. Alors avec Edmond, il y a des points communs et des points différents. D'abord, c'était moi le scénariste à 100%. En tout cas, le texte, c'était entièrement moi, avec de temps en temps des conversations qui me faisaient retoucher les choses en fonction de ce qu'il disait. En revanche, Edmond non seulement faisait les dessins, mais apportait ce qui est crucial, qui est le découpage, qui change tout dans le style narratif. Le découpage, les choix graphiques, et ainsi de suite. Et une fois on avait, le long d'un ouvrage, 2, 3 grandes conversations. On prenait 1 heure de discussion, de ci, ça. Et le reste du temps, c'était j'envoie le texte, j'envoyais le texte globalement, et puis il m'envoyait page après page. Et puis au fur et à mesure qu'arrivaient les pages, je faisais les commentaires. J'ai renvoyé. Donc le gros a été fait entièrement à distance. Je disais là, dans la case 3, il y a un truc qui ne va pas, ou là, c'est une super idée, mais attention, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, etc., etc. Faisant donc après, si on veut, un contrôle à la fin sur ce qu'il faisait. Là où les raisons pour lesquelles ce que j'attendais en particulier de Edmond, c'était sa façon de traduire les émotions en traits, avec toute une palette de foisonnantes. Chaque dessinateur a ses forces et faiblesses. Et Edmond, il est expert pour faire vivre les images d'une façon qui est complètement flonnante, foisonnante et ainsi de suite. Ouais, je voudrais juste rajouter une petite. C'est pas une anecdote parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On a travaillé en anglais et parce qu'effectivement, Coupen est indien, donc notre langue de travail c'était l'anglais. Et après, moi, j'étais responsable de faire la traduction en français. Et, et, euh, et là-dessus, au début, j'ai commencé à travailler juste sur le texte écrit à part. Et c'était difficile. Et une fois que le texte en anglais était mis dans les bulles, les, ça devenait, c'était un tout cohérent et c'est devenu beaucoup plus facile. Enfin, non, ça restait très difficile. C'était du boulot et je remercie Anne, ma compagne, qui m'a beaucoup aidé aussi. Mais j'ai été impressionné comme le fait que c'était dans la page, c'était dans les bulles et comme tu dis, Cédric, le découpage, c'était là. C'est ça qui a permis
d'avoir la bonne et pour la traduction, ça a aidé d'une façon absolument colossale. C'est dingue. Enfin, moi, j'ai été personnellement surpris le fait de traduire juste le texte brut ou traduire le texte déjà dans des Non, bulles. C'est un autre monde, en fait. dans les bulles. Ouais, pareil pour moi, parce que moi, je bossais en anglais, mais j'avais 4 scénaristes, toutes femmes des parties différentes du monde, quelques-unes avec beaucoup d'expérience en BD, d'autres avec très peu d'expérience. Et j'avais écrit tout le scénario, et puis après, je les envoyais, et chaque dessinatrice s'occupait d'une chapitre sur 4. Et du coup, on avait ce truc un peu euh, disjoint où j'étais en train de surveiller la page 16 et puis 47 et puis 123 tout en même temps, tout en essayant de leur expliquer un monde qui n'existait pas aussi, quoi, qui était le monde que j'avais imaginé, cette galaxie de l'IA qui s'appelle Plather AI. Du coup, des fois, c'était hyper compliqué de communiquer bien avec eux. Donc, le barrière de langage, c'est compliqué. Mais comme vous avez dit, une fois qu'on avait des dessins et des bulles, j'ai tout changé dans le scénario. J'ai réécrit, je pense, 2 tiers de mes bulles parce que j'avais compris aussi le jeu des captions, par exemple, pour expliquer, pour mettre le lecteur au bon endroit pour le début d'une leçon pédagogique et tout ça. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris venant du cinéma à la base à travers ce processus. Mais oui, je pense que j'aurais aimé le développer avec quelqu'un un peu plus et un peu moins dans cette Tu, distance covidienne. tu travaillais avec les 4 en parallèle ou tu l'as Ouais, fait de façon séquentielle? non, ouais, non, 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 en parallèle, boum. Ouais. Du coup, mais aussi, on avait une contrainte temporelle très, très stricte. Du coup, Ça fait un peu partie simultanée aux échecs. oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc, et tout aussi détente, hein. Ouais. Donc, OK. Voilà, on va bientôt ouvrir le débat au public, mais juste, j'ai une dernière petite question et après, c'est plus à moi de les poser. Euh, du coup, on parle souvent du problème de rythme en IA, ce qu'on appelle dans la littérature des fois le pacing problem. Ça, c'est l'idée que la législation ou la loi est toujours en train d'essayer de rattraper l'innovation en IA, mais on n'y arrive presque jamais et c'est toujours une espèce de petit hamster qui court dans un... Voilà. Donc, on a cet enjeu classique entre législation, innovation. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les LLM et le generative AI, on a même un deuxième enjeu entre les praticiens de l'IA, les chercheurs, les codeurs, ceux qui connaissent vraiment bien le sujet, et l'IA en elle-même, où il faut surveiller toutes les publications scientifiques qui sortent tous les jours pour comprendre vraiment ce qui se passe, pour ne pas louper un épisode, quoi. Euh, du coup, ça peint un portrait d'une vitesse assez importante dans tout ça. Et du coup, est-ce que les histoires qu'on a écrites, ne serait-ce que plutôt fictionnelles ou très pédagogiques, est-ce que elles vont résister à l'épreuve du temps, selon vous? Bon, moi, ce que j'ai observé, c'est que le rapport que j'ai présenté au gouvernement en mars 2018, ce que je vois maintenant, et qui pas mal de, c'était à l'occasion des 5 ans, il y a eu pas mal d'évaluations, de discussions. Quand je relis, je vois qu'il a tenu le choc. Parce que au-delà des questions techniques particulières, qui ont été pour beaucoup balayées, tous les problèmes de fond sur les questions de formation, sur les questions d'emploi, sur les questions de parité ou de mixité homme-femme, sur les questions sur les questions de recherche, pour les questions de coopération européenne sont toujours présentes. Et d'ailleurs, la majorité des recommandations du rapport n'a toujours pas été mise en œuvre. Sont des problèmes, et pas par manque pas par mauvaise volonté du gouvernement, parce que juste, il y a des trucs qui sont durs et qui ne savaient pas par où prendre et comment, par exemple, agir sur le monde universitaire là-dessus, etc. Donc, ces choses-là ont tenu le choc. Et je suis persuadé qu'il en sera de même des œuvres de fiction. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Cédric, hein, à des toutes petites nuances près. Il me semble qu'il y a eu des accélérations avec cette nouvelle IA générative. Il y a 2 accélérations. C'est l'augmentation encore de la privatisation de la recherche. Je veux dire, c'est de plus en plus. Mhm. Quand on allait au conf type New Relips, là, la grand-messe de l'IA dont on parle,
il y a 20 ans, c'était 90% d'universités et 10% d'entreprises. Et maintenant, c'est la proportion inversée. Donc, ça pose des questions quand même, effectivement, d'ailleurs, sur l'éthique. Et cette tendance-là a tendance à s'accélérer, je pense, avec cette IA générative qui demande des moyens absolument colossaux, notamment en termes de moyens de calcul, que probablement C'est bien pour ça que c'est important qu'il y ait au moins quelques LLM qui soient tenus par des réseaux universitaires à travers l'Europe ou des choses comme ça. Pas que le monde se couvre de LLM, hein, ce serait un désastre, hein, mais qu'il y en ait au moins quelques-uns qui soient tenus, utilisés à des fins de recherche, etc. On voit qu'un LLM aussi, c'est pas facile au sens où on voit combien Google a du mal à revenir à la hauteur de OpenAI / Microsoft en la matière. Alors pourtant, c'est Google qui a initié le mouvement des LLM il y a 5 ans. Il y a un autre mouvement très dur qui est en train de se faire, c'est la compétition qui s'exacerbe entre les acteurs privés. Justement, sur la dernière année, on a vu une perte de confiance des grands acteurs dire qu'ils ne publieraient plus leurs résultats. Ça, c'est vraiment on les voit à couteau tiré alors qu'il y a encore 2 ans, et c'était genre, il y a de la place pour tout le monde. Et OpenAI, plus OpenAI avance et moins ils sont open. Hein. Ils ont commencé comme un truc non, totalement sans but lucratif, totalement ouvert, etc. Et quand on écoute le PDG, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va dire, sur la moralité et la mentalité de l'entreprise. C'est clair. Du coup, peut-être juste pour terminer, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être un peu rhétorique, mais il me semble que quelque part, on est en train, nous, de rattraper la science-fiction actuellement. Est-ce que c'était par volonté, parce qu'on a regardé tous ces films, on a lu tous ces livres, et du coup, on a tendance à guider, malgré nous, l'innovation dans l'IA vers ces imaginaires qu'on a tant consultés jeunes? Ou est-ce que c'est vraiment juste un espèce de concours de circonstances qu'on commence à toucher les narratifs assez familiers, ne serait-ce que dystopiens, des fois? Enfin, je pense effectivement que ces imaginaires nous construisent. Donc, de toute façon, c'est clair on va faire on va faire des choses. Après, ça va pas forcément dans les. L'accélération, elle n'est pas forcément quand on n'arrive pas à prédire l'accélération. Qui aurait dit il y a 5 ans que les scénaristes d'Hollywood allaient se mettre en grève parce ils se sentaient menacés par l'IA? Il y a 5 ans, on aurait dit, mais tu es totalement fou. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Peut-être dans 25 ans, il y aura des IA euh, qui concurrenceront, enfin, qui mettront en péril les scénaristes d'Hollywood, mais personne ne prédisait ça il y a 5 ans. Donc, je trouve qu'il y a des accélérations qui se passent dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait vus. Et effectivement, je pense que le côté, évidemment, tout le monde nous dit qu'il va y avoir des Terminators, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup plus concrets, beaucoup plus réels qui sont là. Peut-être qu'un jour, il y aura des robots tueurs, mais on n'a pas attendu l'IA pour s'entretuer. On sait très bien le faire. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, ma première remarque d'abord, quand on regarde le détail, quels sont les secteurs qui avancent et ceux qui avancent pas, c'est pas du tout ce qui aurait pu être prévu. Il y a 5 ans, on n'attendait pas qu'une IA soit capable d'écrire une lettre de campagne de sénatoriale aussi bonne, clairement. Mais il y a 5 ans, on parlait des voitures autonomes comme d'un truc qui allait arriver à brève échéance. Hein. J'en ai vu plein des confs sur les voitures autonomes. Il n'y en a plus maintenant. Les gens voient que c'est beaucoup plus dur que prévu, ça prendra longtemps, certains disent même que ça n'arrivera jamais, et ainsi de suite. Bon. On n'attendait pas l'AlphaGo pour écraser les idoles et les autres humains, mais ça commence à interroger le fait qu'aucun robot soit capable de balayer, de faire le boulot d'agent technicien de surface, d'agent balayeur. Bon. Et puis, j'insiste, il y a cette grande ironie, pour le coup. Je ne pense pas que les auteurs d'anticipation, les Kubrick, les gens de Terminator, qui c'est quoi, quand ils parlaient, quand les Asimov et autres, quand ils parlaient d'intelligence artificielle, ils n'auraient certainement pas anticipé qu'on pourrait faire autant de choses subtiles sans intelligence. Ils pensaient dans leur rôle d'un truc qui se développe, qui acquiert une forme d'intelligence humaine, qui sait écrire parce qu'il a cette intelligence, il comprend. Nos algorithmes ne comprennent pas au sens où nous, on parle de comprendre. Oui, et je pense aussi l'enjeu des grands écrivains de science-fiction des années 50, par exemple, c'était quelque part allégorique. On était censé traiter les enjeux humains, hein, tout à fait. Et aussi, dans bien des cas, dans tout ça. Alors, des allégories qui sont reprises par les contemporains aussi, ainsi de suite. Mais enfin, oui.
Oui, on pourrait continuer pendant longtemps Ouais, là-dessus, je pense, mais peut-être que ouais, on il faut y va. aller parce qu'en plus, hélas, je vais devoir partir assez tôt dans un gros quart d'heure. Voilà. Du coup, on ouvre. Oh, voilà, il y a quelqu'un tout au fond oh, qui va venir nous voir un peu. Encore mieux. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette discussion. C'était très intéressant. On a pas mal parlé de cinéma et cet été, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Oppenheimer qui parle un peu de toutes ces questions d'éthique et de la recherche scientifique autour de ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que d'un point de vue de l'IA, on vit un espèce de moment Oppenheimer aussi où les scientifiques devraient se poser la question justement de ce qu'ils sont en train de faire, comme ça avait été suggéré, de prendre une pause pour réfléchir à tout ça avant de plus être soumis en fait à, comme vous l'avez dit, l'accélération entre les différentes entreprises qui peuvent pas se permettre de perdre du temps justement d'un point de vue de cette innovation. Qu'en est-il de votre avis là-dessus? Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est un bon film. J'ai un certain nombre de réserves sur Einstein, sur le fait que Sylar est sous-représenté, etc. Mais c'est un bon film et il le fallait pour traiter un épisode qui est un épisode majeur sur la question de l'histoire des sciences. Ma première bande dessinée avec Baudouin, elle s'ouvre là-dessus. 6 août 1945, explosion d'Hiroshima. C'est une nouvelle ère qui commence pour le monde. Il y a des points communs, mais il y a une différence majeure. C'était un très grand projet, le projet Manhattan, avec une concentration de scientifiques unique au monde, qui a demandé des efforts phénoménaux de la part des États, etc. Et si ce projet, les scientifiques avaient dit on ne veut pas le faire, celui-là, il ne se serait pas fait. Tandis qu'avec l'IA, si aujourd'hui des gens disent on ne veut pas le faire, ben, ça se fera quand même, parce que vous aurez toujours des labos, des entreprises ici et là. Il y a peut-être 100 entreprises qui sont capables dans le monde de rassembler les fonds et de monter un truc comme ça. Et donc, si vous dites moratoire aujourd'hui, c'est absurde parce que ça voudra dire que vous laissez de l'avance à tous ceux qui ont des mauvaises intentions et qui ne respectent pas les règles. Et donc, vous en perdez, vous, de l'avance. Oui, je suis entièrement d'accord. D'autant plus que je pense qu'il faut vraiment découpler le côté scientifique des choses. Et là, il ne faut pas arrêter la science, hein. La science doit continuer, la science doit se faire et elle doit continuer à faire, à mieux comprendre pourquoi ça marche, et comment effectivement avoir enfin là, la nouvelle frontière, c'est des algorithmes qui sont capables de plus de planification, plus de raisonnement, plus de grounding, comme on dit. Enfin, il y a de la recherche absolument passionnante et celle-là, elle ne peut pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est le sens du. Maintenant, il faut vraiment se poser la question sur les applications. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise? Est-ce qu'on utilise l'IA pour faire un tri de CV de candidature? Est-ce que ça, c'est moral ou pas? Est-ce qu'on utilise l'IA pour faire, etc., etc. Je pense que c'est vraiment sur le déploiement maintenant qu'il faut vraiment se poser des questions. Et effectivement, de fait, on a une responsabilité tous en tant que scientifique, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, parce que maintenant, c'est aussi ça la grande nouveauté avec ChatGPT, c'est que c'est plus réservé aux spécialistes. Donc, je pense que là, on vit un moment singulier aussi où tout le monde peut jouer avec ChatGPT et tout le monde, il n'y a pas besoin d'être très bon informaticien pour intégrer ChatGPT dans son outil d'entreprise, pour faire une campagne de désinformation aussi. Hein, enfin, c'est devenu beaucoup plus facile. La barrière technique est tombée pour le meilleur et pour le pire, je dirais, aussi pour le meilleur, parce que ça permet des choses incroyables. Enfin, je veux dire, on peut même, sur le côté graphique maintenant, on peut générer des images. Enfin, les potentialités pour les gens sont absolument incroyables. Donc ça, c'est absolument génial. Mais bien entendu, il y a tout le côté, le revers de la médaille. Donc, à mon avis, le côté éthique sur la responsabilité, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est moins au niveau amont, le développement de ces technologies elle, est de toute façon, comme dit Cédric, c'est illusoire. Enfin, c'est lancer les choses. Il n'est pas question de faire un moratoire. Et d'ailleurs, ceux qui font un moratoire, quand Elon Musk disait je vais faire un moratoire, en même temps, il lançait. Ouais, voilà, non, ouais. De toute façon, on a déjà trop prononcé son nom maudit. Ouais. Pour l'autre différence majeure qui est là, c'est effectivement l'IA, c'est l'affaire de tout le monde. La bombe atomique, ça a vocation à n'être l'affaire que de quelques spécialistes. C'est clair.
Et peut-être moi, je rajouterai à ça, j'apprécie beaucoup cette distinction entre développement et déploiement parce que quand même, on ne peut pas arrêter la recherche, mais on peut quand même réfléchir un peu mieux comment le faire, comment le déployer, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi l'impact éthique et tout ça. Et c'est un peu ça l'enjeu de ce moment-là. Par exemple, étant experte en éthique depuis 2016 à peu près, au début, on se moquait beaucoup de moi. Hein. C'est mignon, ah, ouais, les enjeux de la société. Qu'est-ce que c'est? Donc, et puis maintenant, en tant que consultante, c'est pas mal comme style de vie parce que finalement, ça fait partie du conseil en design, ça fait partie même de conseil stratégique parce qu'on arrive mal, les technologistes, des fois, à prévoir les conséquences des trucs qu'on crée, quoi. Et du coup, on a besoin de quelqu'un qui comprend, par exemple, les valeurs, les principes, les droits, les trucs comme ça, pour voir un peu mieux, mieux voir l'impact que ça pourrait avoir, quoi. Donc ça aussi, c'est en train de changer. Et même dans la législation, ça commence à prendre forme, ça, qu'on a des injonctions par rapport aux droits humains et aussi aux principes éthiques et des valeurs européennes, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, je pense que c'est vraiment important de bien insister sur le fait que ces IA, ces nouveaux modèles, ils sont tous sauf objectifs. Hein, je veux dire, c'est les humains derrière qui ont choisi quelle base d'apprentissage ils allaient utiliser. C'est les humains derrière qui ont choisi les sujets qu'il fallait traiter, les sujets qu'il ne fallait pas traiter. C'est les sujets, tout ce qu'on appelle le renforcement. C'est-à-dire, on va dire à des humains, voilà, tu ne parleras pas de telle chose ou tu parleras de ça. Donc, il y a des sujets et tout ça, c'est clair qu'il y a des valeurs par derrière. Enfin, les IA sont tous sauf objectifs. Ça a ce côté, voilà, ChatGPT, on a l'impression que c'est juste une technologie. Bien sûr, c'est pas c'est une technologie, mais avec derrière des choix explicites qui ont été faits sur comment on construisait ce que ça porte comme. Parce que déployé dans des contextes où il y a des valeurs, dans des contextes sociaux où les êtres humains ils sont en train d'interagir avec ces contraintes-là. Donc, c'est tout à fait normal que les machines aussi doivent les prendre en compte, je pense. Mais là, on a une question. Est-ce que c'est déjà fait? J'ai le micro déjà, merci. Moi, j'aimerais revenir au roman graphique. Donc, vous avez tous les trois contribué à des objets artistiques euh, dans dans un espace qui est quand même pas mal peuplé. Il y a beaucoup de romans graphiques et puis ça commence à proliférer particulièrement en ce moment. Et pareil, même en littérature générale, il y a des grands auteurs qui se sont penchés sur le sujet plutôt bien. Et ma question, c'est est-ce que vous avez chercher à surtout ne pas regarder ce qu'il y avait ailleurs ou au contraire, vous avez regardé pour vous différencier? Est-ce qu'il y avait des influences? En fait, comment vous êtes positionné d'un point de vue du projet artistique face à l'existant? En, en tout cas, moi, je peux dire pour Dream Machine, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait en existant sur l'IA, mais spécifique à ce sujet-là. Mais on s'est restreint à ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a sur l'IA? Et effectivement, c'était des choses qui étaient plutôt sur l'histoire de l'IA, donc il racontait toute l'histoire de l'IA, etc. Donc on s'est rassuré sur le fait qu'on occupait un espace où il y avait, enfin en tout cas quand on a commencé, il n'y avait pas grand-chose. Après, il y a eu juste effectivement le côté, le monde sans fin, ça a été quand même un peu une sorte d'ovni qui a été l'ouvrage le plus vendu en France en 2022 quand même. Ils ont vendu 800 000 exemplaires. C'est phénoménal. C'est absolument phénoménal, c'est extrêmement bien fait et on voit le pouvoir de la BD pour transmettre des éléments techniques complexes et pour ça c'est extrêmement fort. Enfin, je suis et alors après c'est vrai que oui, on a eu ce truc-là à un moment. Oh là là, ce truc-là est sorti. Il y a des histoires de super-héros. Est-ce qu'on est en train de, enfin oui, mais bon, je pense que là ça devenait anecdotique. Alors, pour moi, il y a une grosse culture BD, même quand on discutait avec Baudouin, souvent c'est moi qui lui parlais de BD que lui ne connaissait pas, que lui n'avait pas vu. Bon, je dis ça, ah oui, là j'ai un emprunt que j'ai fait de telle BD, là il y a telle phrase que j'ai reprise, etc. Il y a un certain nombre de trucs qui sont pour l'initier. Par exemple, les deux héros ont des noms dont l'un des deux noms, c'est le nom d'un des robots dans le manga Pluto de Naoki Urasawa, pour ceux qui connaissent, hein, dans la droite ligne des mangas tezukiens. Et une référence que Edmond ne connaissait pas du tout. Et donc, c'est très nourri. Dans le même temps, on savait qu'au niveau de la substance, on s'aventurait en territoire peu labouré.
Ma première BD, c'était notre première BD, c'était les états d'âme de Turing, Heisenberg, Szilard et Dowding sur une question d'éthique et de questionnement personnel face à la Seconde Guerre mondiale et les grands projets technologiques et la responsabilité du scientifique. C'était clairement un sujet très peu labouré. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y a une grosse BD qui est parue sur la bombe atomique avec beaucoup de références. Et dans notre ouvrage est cité comme l'une des rares références en roman graphique à la fin sur ce thème-là. Et puis, quand on a fait Balade pour un bébé robot, à la fin, Edmond m'a dit, il n'y a jamais eu une BD comme celle-là. Ah bon, si tu le dis, c'est bon. Et pourtant, une démarche artistique, très souvent, hein, on prend des morceaux de choses déjà existantes et on les recuisine pour faire quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était simple. C'était une commande ce que j'ai écrit. Du coup, j'ai dû faire un peu de recherche de l'état de l'art comme on ferait. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de livres qui traitaient les enjeux éthiques de l'IA de manière pédagogique. Beaucoup dans la fiction, très peu. Qu'est-ce que le digital divide et tout ça. Du coup, j'étais un peu perdue. Après, bien sûr, il y a quelques bons livres pédagogiques sur l'IA en soi qui m'ont beaucoup aidé. Et puis aussi, pour moi, je viens du cinéma. Et même si c'est proche en termes d'activité d'écriture, il y a quand même quelques différences. Le rythme, qu'est-ce que le cadre, qu'est-ce que les captions, qui parlent et tout ça. Comment ne pas avoir une ambiance sonore qui incite une certaine émotion, tout ça. Donc, j'ai surtout lu beaucoup de livres sur comment écrire une BD à cette époque-là. Du temps pour dans le théâtre de sciences, il y a eu pendant des années un débat sur est-ce qu'une pièce de théâtre scientifique, c'est utiliser la dramaturgie naturelle de la science pour faire une œuvre d'art qu'on joue sur scène, ou, et on ne sortait pas de cette dichotomie, ou du pédagogisme déguisé, et on a plein d'exemples en tête. Copenhague, d'un côté, c'est une pièce de théâtre qui parle de Bohr et d'Heisenberg, et de l'autre côté, je n'ai jamais été convaincu par les pièces sur le chat de Schrödinger, où j'avais l'impression qu'on voulait expliquer le chat à ma maman à chaque fois. Donc c'était sur scène, avec un faux masque, mais c'était du pédagogisme. Puisqu'on parlait de Blin, quand je lis Le Monde sans fin, je vois les deux ont beaucoup de talent, on sort en ayant appris beaucoup de choses. Quand on lit Le Blin avec Alain Passard en cuisine, moi j'y vois quelque chose de plus artistique en fait. Donc ma question c'est est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie? Et les exemples que je connais où il y a une vraie synthèse, si vous connaissez les œuvres de Lorraine Rednis, elle a écrit des choses magnifiques sur Marie Curie ou sur le changement climatique, mais pour la bonne et simple raison qu'elle dessine et qu'elle écrit. Alors, est-ce qu'il faut être les deux à la fois pour sortir de la dichotomie, ou est-ce qu'on est condamné au pédagogisme d'un côté et à l'art de l'autre? Est-ce qu'on peut argumenter que Quai d'Orsay est un exemple qui est à la fois artistique avec des sentiments humains et tout, et pédagogique parce qu'on apprend énormément de choses sur le fonctionnement en coulisses? On trouve tout dans Blin. Et après, je pense que le parallèle avec le théâtre est intéressant aussi. C'est-à-dire, effectivement, c'est là où on ne l'attend pas. Enfin, c'est pas le théâtre classique qui va poser ça. Et je trouve que c'est intéressant que des médias se saisissent de sujets. Je dirais, je ne suis pas sûr que la BD a toujours fait de la vulgarisation, par exemple. Il me semble que c'est une tendance un peu nouvelle et je trouve ça intéressant. Enfin, je ne suis pas spécialisé sur la BD. Voilà, au Japon. Je crois que ça. Bonsoir. Je me demandais, j'ai l'impression que ces projets-là, ils ont un peu pour but que le grand public s'approprie ces sujets-là. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on explique que ce soit pas plus massif, que les gens se ruent pas pour plus se documenter sur l'intelligence artificielle, puisqu'ils en ont peur? La réaction naturelle, ce serait de se dire, bah, je vais démystifier ça, et la BD est peut-être un bon moyen de le faire. Et comment est-ce qu'on explique que ça fasse pas le bruit escompté, quoi? Des fois, ça le fait. Exemple, Le Monde sans fin. Là, ça a été une déflagration qui m'a complètement bluffé.
Mais BD, c'est à la fois un marché spécifique. Vous avez, pour rappel, vous avez des librairies de BD, vous avez des festivals de BD. C'est considéré comme un genre à part, avec ses fans et les personnes qui se l'approprient. C'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher pour se documenter. Ah, bah, ça dépend des pays, comme ça a été bien dit. Il y a des pays dans lesquels c'est naturel, courant et standard. La France n'est pas au niveau du Japon par rapport à ça, mais la France est un pays où on lit quand même beaucoup plus de BD que la moyenne. Euh, après, est-ce qu'il y a une forme sur laquelle les gens se ruent? Bah, quand on regarde dans l'autre sens, les gens se ruent un petit peu sur Elon Musk, sur son discours. Ah oui. On a envie d'y Encore aller. une fois, là. Bon, je l'ai dit une fois de plus, mais C'est au niveau. Vous avez raison. Il y a le côté ragot, personnalisation, personnification et tout ça qui entraîne les gens. Bien souvent, c'est le même débat que dans les élections où à chaque fois on dit ça serait bien que l'élection se fasse sur le débat d'idées, que les gens votent pour les programmes. Non, les gens votent pour des personnes avec ce qu'elles incarnent et tout ça. Et on en revient là-dessus. et vous, en tant que scientifique, est-ce que vous avez pas l'envie profonde de trouver un moyen de contrebalancer cet effet et d'aller un peu au combat, quoi, et de rendre ça moins. C'est ce qu'on a fait. On essaye, mon ami, on essaye. Avec, On essaye. voilà. J'ai essayé un certain nombre de pistes et de voies. J'ai fait un vrai carton avec Théorème vivant il y a à peu près 10 ans, qui était l'aventure mathématique racontée sous la forme d'un récit. Ça tenait de l'autobiographie, du roman policier, de Avec des l'étude de équations à mœurs, l'intérieur. quand même. avec des équations à l'intérieur. Étienne Klein avait dit que j'ouvrais une nouvelle voie, au sens vraiment comme dans une montagne, dans la façon de raconter. Et ça a été un vrai carton, au sens on est vendu peut-être 300 000, quelque chose comme ça, avec 15 traductions, etc. Et une forme spéciale, tellement spéciale que l'éditeur s'est demandé s'il allait écrire roman sur le texte, alors que tout était vrai. C'est mon seul carton à ce jour. Quand je travaillais, par exemple, sur la série de conférences en stand-up à la Maison des Métallos, avec un vrai travail avec un producteur, recherche graphique et tout, avec 8 conférences de 1 heure chacune, j'espérais que ça ferait un carton avec toute l'énergie qu'il y avait mise, travail sur la forme pédagogique, etc., etc. Mais ça n'a pas été le cas. C'est vraiment dur de trouver le truc qui va cartonner. Bonsoir. C'est peut-être une question un peu ciblée, mais tout à l'heure, vous avez évoqué le manga plus tôt. Et donc, dans ce manga, il y a vraiment toute une société futuriste qui est développée avec des robots qui ont des émotions et qui font même presque partie de la population. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, donc si vous, enfin, c'est peut-être un peu ciblé pour Cédric, Monsieur Villani, pardon. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans ce manga? Est-ce qu'il y a éventuellement une réalité dans ce qui est présenté ou c'est vraiment de la pure fiction et C'est là, Pluto, qui est pour moi un très beau manga et un vrai héritage tezukien pour les fans. Et c'est de la vraie fiction. C'est pas du tout réaliste par rapport aux algorithmes d'IA actuels. Et de toute façon, ça se place dans un futur lointain. Et ce qui est particulièrement réussi, de toute façon, alors, ce sont les questionnements éthiques, là, les questions de cohabitation et de rapport entre humains et robots, façon Philippe Cadic et autres. Mais le traitement tout en émotion est juste superbe. Et c'est pour son côté, justement pour sa façon émotive de mettre en scène cette rencontre que je l'avais retenue. Si vous avez plutôt en tête la scène qui m'avait vraiment tiré des larmes, c'est celle où North 2, le robot part au combat en musique, qui est peu importe que ce soit pas réaliste, c'est une vraie magnifique scène émouvante comme on en aime dans l'univers manga. Et donc je voulais un petit clin d'œil juste pour ceux qui connaissaient dans le choix d'un des noms d'un des personnages. Chers amis, je vais devoir vous quitter et ça a été un plaisir. Je vous laisse en bonne compagnie. Bon courage, à bientôt. Si vous avez d'autres questions et tout ça, passez par Laurent pour les poser. Je serai heureux de vous répondre. Bye bye. Merci Cédric. Merci.
OK. Bah, on pourrait continuer avec moi et Laurent si ça vous parle. Et sinon, ben, je crois qu'on a une question. Ouais. C'est clair. Vous avez un petit peu évoqué AlphaGo, donc qui est une intelligence artificielle qui joue au jeu de Go. Euh, donc l'humain s'était fait battre aux échecs depuis un petit moment et le Go résistait encore jusqu'à il y a peu, il me semble. Et donc bah, le meilleur joueur du monde de Go affrontait un AlphaGo. Et il y a un moment de la partie qui est assez crucial où AlphaGo fait un coup qui étonne même les commentateurs qui pensent que c'est une erreur de la part de la personne qui pose les jetons, qui même lui hésite en fait avec le coup. Même le joueur qui joue en face est étonné. Et en fait, au fur et à mesure Pardon, avant de filer, mais sans continuer la question après, ce moment, c'est absolument extraordinaire. En tout cas, la preuve, moi, l'une des preuves qu'il peut y avoir de l'IA créative. Elle n'est pas intelligente, pour autant elle est créative, même si c'est obscur au terme d'un processus bourrin. Parce qu'elle trouve ce truc que les humains n'avaient pas trouvé et tout ça. On peut, by the way, être bourrin et créatif à la fois. Il y a plein d'exemples dans l'histoire des idées. Vous avez un Edison qui est un inventeur extraordinaire, qui est le plus bourrin qu'on puisse imaginer. Et l'IA ici, ce processus d'exploration monstrueux, lui, fait partie de sa façon d'être. Ça coûte tellement d'énergie, etc. Mais à la fin, elle trouve quelque chose d'indiscutablement nouveau, y compris qui nous apprend à nous quelque chose. Bye bye. Merci Cédric. Merci, Au revoir. Cédric. Merci. Et donc, il fait ce coup étonnant qui s'apparente à de la créativité. Et est-ce que, enfin, du coup, d'après Monsieur Villani, ce n'est pas un signe d'intelligence, mais est-ce que c'est pas parce qu'une machine ne pense pas comme nous qu'il faut en déduire qu'elle ne pense pas? Comment est-ce que enfin, quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'est de la créativité bourrine? Enfin, Oh, il y a beaucoup de choses à déballer dans cette question. Après ça, c'était un peu la question essentielle de Alan Turing dans son papier seminal des années 50, où il posait le imitation game qui devenait le Turing test. L'exotisme du raisonnement des machines, qui sommes-nous pour juger si c'est une vraie forme d'intelligence ou non, surtout si on n'arrive pas à faire la différence, ou encore mieux, que la machine arrive à nous surpasser quelque part même. Donc, c'est une question, c'est une vraie question. Après, je trouve que c'est difficile de trouver une réponse satisfaisante dans le sens où, par exemple, si on avait une machine super intelligente devant nous, comment on saurait? Il va nous donner des réponses, des outputs, quoi, qu'on va juger avec notre raisonnement humain. Mais comment faire un jugement qualitatif sur quelque chose qui est opaque, quoi? On ne voit pas le chemin de pensée qui a mené à cet output-là. Et sans ça, nous, les humains, on a un peu du mal à capter si c'est du bon jugement ou non, quoi. Et surtout, qu'est-ce que le bon jugement si un jour le jugement est surhumain? Donc, même les standards changent. Donc, c'est la base de pas mal de science-fiction et aussi la base de pas mal de recherches scientifico-philosophiques dans l'IA, quoi. Mais pour me positionner là-dessus, disons que j'ai rejeté quelques papiers qui traitaient cet argument de manière positive. Mais j'admets que c'est pas tout à fait évident de dire non à cette question, qui a quand même une complexité à explorer et je pense que ça va devenir quelque chose de plus en plus présent dans le débat bientôt. Ouais. Effectivement, moi, à un moment, au début de l'écriture de Dream Machine, je me suis posé la question, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la définition de l'intelligence? J'ai ouvert un dictionnaire, j'ai regardé ce que c'était, qu'est-ce que le dictionnaire disait sur l'intelligence. Vraiment le bête dictionnaire. Il y avait bon, des définitions attendues, puis il y avait une définition qui m'a intéressé, où ça opposait l'intelligence à l'intuition. Et ça, je me suis dit, ah tiens, ça c'est rigolo, parce que finalement, est-ce que des outils comme les LLM, etc., ils ne sont pas finalement au sens un peu intuitif, j'allais dire, c'est quelque chose moi je donnais l'analogie à un moment, je dis, c'est un médecin par exemple, parce qu'il a vu beaucoup de patients à la fin de sa carrière,
il a intégré plein de choses et puis il voit un symptôme un peu bizarre, puis il a l'intuition qu'il faut aller creuser, qu'il faut faire tel examen, etc. Alors, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas, ça, c'est ce que l'IA sait très bien faire. En tout cas, c'est cette sorte de. Aller chercher des trucs statistiques qui sortent un peu des cas, aller chercher des choses. Donc, alors, je sais pas si ça s'appelle de l'intelligence, mais en tout cas, ou si ça s'oppose à l'intelligence, finalement, euh, les IA actuelles ne savent pas, par exemple, ne sont pas très bonnes pour le raisonnement des choses. C'est assez limité. Tout ce qu'on fait avec du chat GPT en termes de raisonnement, c'est même des choses qui nous semblent très simples à nous. Donc, c'est extrêmement. Autant ça fait faire des choses absolument incroyables, voilà, faire un programme politique, etc., qui s'apparente de fait à une forme d'intelligence. Autant ça échoue sur des choses très simples aussi. Donc, je te rejoins sur le fait que on le voit, nous, forcément, avec notre prisme humain. Et finalement, on a une grille d'analyse qui est probablement pas la bonne, quoi. Enfin, Mais jamais vraiment défié jusqu'ici. C'est aussi ça. Je pense qu'on a pas mal de grandes questions à se poser dans le futur proche. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, au milieu. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Et j'avais une question, ça rejoint un peu ce dont on a parlé, mais imaginons qu'on arrive à, d'une certaine façon, avoir de nouveau le pouvoir sur les développements de l'IA, que ce soit par un biais législatif ou même par, je sais pas, un consensus scientifique énorme, c'est de la pure supposition, de la pure fiction. Mais j'aimerais avoir votre point de vue sur le fait de, est-ce que il faudrait implémenter par exemple la sensibilité chez les robots, une sensibilité qui s'apparenterait à celle des humains, ou alors garder les IA comme des purs outils de travail qui nous faciliteraient la vie. Ah, OK, ça c'est une question philosophique. OK, oui, la grande question. Moi, ma spécialité dans l'éthique de l'IA, à la base, ma thèse, c'était sur le raisonnement moral artificiel. Du coup, est-ce qu'on peut être un agent moral? Est-ce qu'on arrive à être sensible aux besoins ou même de communiquer bien avec les êtres humains si on n'a pas ces capacités-là, si on n'est pas sensible, si on sent rien? Parce que dans toutes les théories morales qu'on connaisse, c'est la b.a.-ba de ce que c'est d'être un agent moral. On est conscient, on est autonome, on est sentient, on peut souffrir, on peut se réjouir. Donc, la question est, pour faire des bons agents, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose de manière artificielle? Ma position en tant qu'experte, c'est que non, absolument pas. Parce que ça serait de présupposer que la meilleure manière de faire intégrer les intelligences artificielles, c'est d'imiter l'homme, de recréer le même truc, plutôt que de trouver une approche complémentaire qui épouse ce dont l'humain a besoin d'une manière pratique, sans, par exemple, ouvrir la porte à des entités qui sont artificielles, mais qui pourraient revendiquer des droits, par exemple, parce qu'ils sont en train de souffrir ou que ce qu'on décide, ça les touche quelque part. Ils souffrent de leur place dans la société ou ils souffrent de leur existence même. C'est vraiment une mauvaise idée, je pense, de penser qu'on va gagner quelque chose en utilité ou en efficacité quelque part en rajoutant ce genre de capacité. Si on y arrive même. Mais c'était vraiment une question de smorgasbord. Je dirais non, je ne mangerai pas celui-là, s'il vous plaît. Pas d'émotivité, pas tout ça, parce que c'est vrai qu'on aura du coup une responsabilité correspondante de mieux traiter ces êtres humains et donc, excuse-moi, pas les êtres humains, voilà. Mais ils seraient plus du coup des simples outils. Et ça a un impact éthique énorme. Voilà. il y a la série Real Humans qui pose toutes ces questions, hein, Exactement. Même Westworld, un tout petit peu, dans le contexte cowboy, mais quand même. Ouais, non, c'est intéressant. Peut-être que on a touché. Ça y est, on a parlé des capacités des robots et tout ça, les agents moraux, la philosophie morale, et puis tout le monde s'endort. C'est bon. Non,
pour moi c'était le but au départ. Vraiment, c'était quand on s'est dit, il faut qu'on fasse une BD pour. Enfin, la rencontre avec Rakuten, c'était en ce moment, il est en train de se passer un truc sur l'IA. Il y a ces grands modèles de langage qui changent les concepts. On a des histoires de changement de taille, ça a des capacités nouvelles, etc. Il faut qu'on le raconte, il faut qu'on le dise aux gens, faut que les gens se posent des questions, il faut qu'ils s'approprient les problèmes. Donc, c'était vraiment le point de départ, c'était ça. Le point de départ, c'était il faut que les gens aient moins peur en comprenant un peu les choses et comprennent un peu ce que ça sait faire, ce que ça ne sait pas faire, quelles sont les limites, comment on peut l'utiliser pour le bien et pour le mal. Hmm. Moi, bah, bien sûr que le livre d'UNESCO, c'était de commande, donc le but était clair. C'était vraiment voilà, de vulgariser les concepts techniques et éthiques autour de l'IA. Après, je suis en train d'écrire une nouvelle BD, et là, c'est de la pure fiction. En fait, c'est une satire sur la superintelligence. Mais je me suis posé la même question que vous venez de poser. Est-ce que je suis là pour apprendre quelque chose aux gens ou est-ce que je suis là pour m'expérimenter en tant qu'artiste, quoi? Et cette fois-ci, c'est plutôt le deuxième parce que je suis frustrée parce que je vois dans la façon dont on réfléchit sur cette question de est-ce qu'on peut dépasser l'intelligence humaine? Qu'est-ce que c'est la superintelligence? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est pas juste un énorme culte de personnalité de Silicon Valley? Ça me frustre en tant qu'artiste. Du coup, là, il y aura forcément, je veux quand même me fier à la réalité de la technologie pour mieux nourrir mon scénario. Mais là, ça serait vraiment, ça serait une expression personnelle cette fois-ci. Méditation personnelle plutôt que le but de faire réfléchir les gens au sens propre sur un sujet que je connais bien. Voilà. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question pour savoir où vous pensez qu'il faut mettre les limites en fait à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut faire des lois, une sorte d'IA Act ou... En ce moment, c'est une grande discussion d'actualité, effectivement. Hein. Le EU AI Act est en train d'être discuté au niveau européen. Les Anglais ont fait un sommet la semaine dernière. Hein. Oui. Les États-Unis, les Chinois, enfin, chacun réglemente. Je pense qu'il y a effectivement des choses à réglementer. Moi, comme je disais un peu tout à l'heure, il faut réglementer les usages. Il faut réglementer les usages de ces technologies. Il faut pas. Par exemple, je voyais passer des drafts de EU AI Act qui disaient il faut que les IA ne soient pas biaisées. Ouais, Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire une IA pas biaisée? Qu'est-ce que ça, enfin, bien sûr, quand j'utilise une IA pour faire une sélection de CV pour un truc de recrutement dans les entreprises, évidemment qu'il faut enlever tout ce qui est des biais, enfin tous les biais qu'on peut imaginer. Ça, c'est clair, mais une IA telle que les LM et les ChatGPT, etc., elle est biaisée parce qu'elle est construite sur des corpus, etc. Et c'est pas grave. Enfin, il faut juste en avoir conscience et, et pour pousser la caricature, moi, je discutais avec quelqu'un qui me disait, est-ce que tu pourrais pas faire un grand modèle de langage pour aider, pour aider les écrivains à écrire de la littérature parce que en fait, ChatGPT, c'est nul. En fait, non, mais ChatGPT, tu peux pas parler de voilà tout- toutes les perversions humaines qui font le polar contemporain ou la tragédie grecque. Enfin, je veux dire, c'est de l'inceste, c'est du crime, on imagine. Et tous ces sujets-là, c'est tabou. On n'en parle pas. Enfin, vraiment, ChatGPT ne veut pas aborder tous ces sujets-là, alors que c'est le cœur de. Voilà, c'est le cœur de la littérature. Enfin, c'est ce qui. Évidemment, on n'a pas envie de trucs trop sages. Quoi. C'est pas intéressant, la littérature qui est sage. Il faut que la littérature soit pas sage. Il faut que les IA qui nous aident soient capables aussi de. Mais il faut avoir conscience de ses biais, conscience de ses limites. Voilà. Ouais, moi, encore une fois, en tant qu'experte éthique et philosophe, je suis plutôt fan de l'idée qu'on impose des lois autour des pratiques technologiques. Après, petite distinction entre la recherche en IA, genre pour le bien de la recherche en IA, et le déploiement vers le secteur public ou même juste le public en général. C'est ça, c'est comment on organise l'utilisation de l'IA aujourd'hui et surtout la régulation de ces gros acteurs mondiaux qui sont en train de plus en plus monopoliser
pas mal d'aspects de nos vies numériques, quoi. Ça, laisser seul, je ne pense pas que c'est le bon moment pour du libertarianisme pur, quoi. Parce qu'on voit que quand c'est comme ça, quand on crée un marché pour ensuite le dominer, parce qu'on a créé, par exemple, le Metaverse, ça ne se passe pas très bien en termes de données privées, en termes d'autonomie individuelle, tout ça. Donc, Surtout en disant, cette technologie est super dangereuse, donc faites-nous confiance. Il faut qu'il n'y ait que nous qui la développions, il faut qu'il y ait juste quelques entreprises, parce que c'est vraiment très... Oui, c'est dur. C'est hyper dangereux, ce Attention, truc-là. c'est risqué. Voilà. Ouais. Nous, on est plutôt à dire il faut qu'il y ait des modèles qui soient open source, il faut qu'il y ait des modèles où la communauté puisse contribuer, etc. Parce que la confiance se gagne aussi quand c'est partagé par tous et pas juste réservé à une petite poignée de grosses entreprises qui sont en avance technologiquement et qui disent non, n'y allez pas, hein, parce que c'est hyper dangereux ces trucs-là, laissez-nous. Oui, parce que c'est ça, Laurent. Par exemple, les lois qui disent qu'il ne faut pas que l'IA soit biaisée, je suis d'accord, c'est ridicule et surtout que ça démontre un manque de compréhension assez flippante du côté des législateurs ou même juste tous les gens qui ont fait des études de lettres, quoi, comme moi. Mais donc ça c'est notre responsabilité de mieux comprendre les enjeux avant d'écrire des lois qui contraignent des technologies très jeunes. Donc cette critique est valide aussi. Après de là à dire qu'il ne faut pas réguler du tout, je ne pense pas. Voilà. Merci. Oui, je pense que là c'est bon. Je pense que c'est la fin. Merci en tout cas Laurent et Cathy pour ce débat passionnant. Merci. Et Merci Cédric, pour l'accueil. merci à tous d'être là.